Bienvenue au Polysécure épisode spécial Sécure. Je suis avec Alexandre. Comment vas-tu? Ça va super bien, Nicolas Loïc. Et toi? Très bien aussi. T'es venu présenter au Sécure l'aspect un peu plus humain, communication au niveau de la cybersécurité. On t'a invité justement, puis ce qu'on parlait un peu avant de commencer à enregistrer, on t'a invité parce qu'on croit qu'il y a un manque très important dans la communication qui est faite. Donc, des malheurs qu'on vit sont souvent générés par le fait qu'on ne communique pas bien. Donc, tu es venu nous parler de ça, puis je vais te laisser un peu amorcer sur le sujet que tu as fait, puis on va ensuite glisser avec des questions. C'est bon, excellent. Alors oui, je suis venu vraiment spécifiquement pour adresser l'aspect communication en sécurité. Trouver le moyen finalement de changer la donne, d'inspirer les gens. Ce que je remarque depuis plusieurs années, c'est il y a tendance à y avoir une forme de résistance à ce qu'on dit ou ce qu'on recommande. Puis, pour m'être intéressé à la communication depuis longtemps, quand il y a une réaction de l'autre partie, généralement, une bonne partie de la raison qui est la source. Fait que, il y a donc quelque chose à faire. C'est vraiment là-dessus que je pense qu'on doit travailler des fois nous-mêmes, la manière dont on réagit, la manière dont on communique, la manière dont on parle, la manière dont on présente les choses. On crée une situation dans laquelle les gens sont sur la défensive. Puis c'est ça qu'on veut. C'est le fun de travailler avec des gens qui sont optimistes, qui viennent nous chercher parce qu'ils pensent qu'on peut les aider. Fait que c'est vraiment, puis c'est une quête qui est au-delà de sécure, c'est une quête de vie, une affaire comme ça, mais d'essayer de faire en sorte que comme communauté, on s'exprime mieux, on est plus persuasif. Puis quand je parle de persuasion, c'est pas un vendeur de voitures là, où je stéréotype un peu. Là, peut-être que les vendeurs de voitures sont pas tous comme ça, mais il y a un stéréotype qui existe, qu'il nous pousse un peu dans le gars. Quand je parle de persuasion, c'est pas tout. On n'est pas dans un domaine comme ça. C'est pas tout ça que je veux qu'on apprenne à faire. C'est une persuasion qui est faite dans le respect. C'est-à-dire qu'on est capable d'écouter l'autre personne, on est capable de comprendre sa posture, puis on est capable de s'allier, d'être sur le même chemin, puis justement de l'inspirer, de faire en sorte qu'on travaille ensemble. Donc c'est vraiment là-dessus que ça portait. Puis je me reposais beaucoup. Je ne sais pas si tu vas avoir des questions dans ce sens-là plus tard, mais sous-jacent à cette présentation-là, il y avait beaucoup des travaux que certains connaissent, le triangle d'Aristote, les travaux d'Aristote qui datent de 2300 ans maintenant. Fait que je l'ai pas connu personnellement, je t'avoue, j'aurais aimé. Mais je me reposais beaucoup là-dessus. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris une astuce de communication, un élément pour chacun ce que Aristote appelait les moyens de persuasion. Donc, chacun des moyens de persuasion, j'en ai une par moyen. Une seule, il y en a, on pourrait en nommer des dizaines. J'en ai pris une seule par moyen de persuasion. C'est ça que j'expliquais pendant la conférence. Oui, tout à fait. C'était très intéressant, puis on a eu beaucoup de retours très positifs parce que ça l'a éveillé chez beaucoup de gens. Ça l'a mis en lumière leur peut-être lacune en communication. Persuasion, oui, pas manipulation, il faut faire attention aussi. On n'est pas dans un contexte où, comme tu parlais de l'exemple que tu mentionnais, ou le stéréotype que tu mentionnais du vendeur d'auto, qui est stéréotypé comme étant manipulateur pour nous faire acheter ce qu'on n'a pas besoin. En l'occurrence, là, on est dans un contexte où on veut communiquer une information pour que notre vis-à-vis puisse comprendre et prendre une décision éclairée. On n'est pas tout à fait dans la même zone. Et avec les années, puis ça, ben, tu le résumes bien, on est devenu un peu aigri en cybersécurité de ne pas être écouté, mais probablement parce qu'on communique mal, puis on utilise notamment, puis ça avait été énormément repris par un autre conférencier sur tout le niveau de la peur, l'incertitude et le doute. J'ai cherché le D. J'essaie de le traduire dans ma tête en temps réel, c'est pas super bon plan. Fait que tous ces éléments-là ont été longtemps utilisés, donc on crée une espèce de zone de malaise puis qui transcende encore. Puis je dirais, quand que j'aborde en cybersécurité, les gens ont déjà un a priori que je vais arriver avec des éléments négatifs très lourds, très forts, puis je vais aller de leur faire peur essentiellement, ce qui est pas tout à fait le cas, puis c'est un peu dans ce sens-là où justement tu n'approches pas vers la peur, mais tu approches avec comment on communique efficacement les différents éléments. Là.
Exact. Ben, en fait, il y a de la littérature là-dessus. Là. On a une très bonne idée de l'effet de la peur sur les gens. Puis, dans notre domaine, depuis des années, on a tendance à utiliser la peur. Alors, regarde, si tu fais rien, il va arriver telle affaire. Puis, je veux dire, on fait de la gestion de risque. Fait que je pense que c'est tout simplement la manière dont les choses nous viennent en tête. Puis, ça nous demande un effort de virer de bord, puis d'amener davantage, quelle que soit notre auditoire, comment est-ce qu'on va être un levier pour atteindre les objectifs d'affaires? Comment est-ce qu'on va aider? Comment est-ce qu'on va contribuer? Je pense qu'il y a un exercice à faire qui est de notre part. Et quand on amène les choses sous l'angle de la peur, oui, ça peut faire en sorte qu'une personne prenne une décision. Ça peut, parce que les gens réagissent à la peur. Le problème, c'est que après ça, il n'y a pas de continuité. Ils nous tassent de côté. Puis ça reste en plus. On continue à être perçu comme quelqu'un à qui on veut pas penser, avec qui on veut pas faire affaire. Puis ça ressemble pas un peu à comment on ressent les choses des fois. Mais c'est juste un discours axé sur la peur. Elle va créer cette dynamique-là. Fait que c'est clairement quelque chose qu'on veut pas faire. D'autre part, on a tendance aussi à présenter les choses par légitimation, à présenter les choses, il faut absolument faire ça pour telle raison, voire même faire la légitimation de nous-mêmes. Moi, j'ai vu des avis de sécurité, par exemple, pour nommer ça, dans mon univers, des avis de sécurité. Nombre de fois, j'ai vu des avis de sécurité, à peu près pas de justificatif, rien, une série de recommandations. Voici ce que vous devez faire. Fait que, si c'est de la communication, la communication est supposée avoir deux parties. C'est supposé avoir une conversation, d'accord avec moi? Conversation. Si je te dis juste, fais ça, je me vire de bord, puis je me pose plus de questions, où est la conversation? Et si je fais juste envoyer des recommandations, puis j'ai pas mis de justificatif, comment est-ce que je peux m'attendre à ce que toi, qui connais pas le sujet, tu puisses converser, tu puisses poser des questions, tu puisses me dire, ben, cette recommandation dans ma circonstance est pas applicable, mais pourrais-tu faire ça à la place? Comment est-ce que quelqu'un peut faire ça si t'as pas fourni de matière à la conversation? Puis, j'en ai vu qu'il n'y a pas matière à la conversation. C'est comme une fin de non-recevoir. Fait que ça, éventuellement, ben, ça crée un obstacle, ça crée des gens qui n'ont pas cet intérêt-là à contribuer, voire ça peut même faire en sorte que les gens ils reçoivent notre exemple, un avis ou une analyse de risque, ils reçoivent le matériel et ils disent, ouais, mais c'est inapplicable dans mon contexte. Ça n'est peut-être pas tout, peut-être 20% qui ne l'est pas. Mais en raison de ce 20%-là, tout le travail ne sera pas utilisé. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, là. Oui, ça fait longtemps que je bourlingue dans le domaine. J'ai eu mes ratés. J'ai fait beaucoup d'efforts aussi pour contrer ce genre de problème que tu mentionnes. Et là, je suis rendu à une étape dans ma carrière où je suis complètement de l'autre côté, c'est-à-dire que là, je vois les a priori des autres qui ont été conditionnés par les gens en cybersécurité à réagir négativement. J'en ai des cas assez récents même où je présente, dans ce cas-ci, c'est une analyse de risque et je présente les choses, je présente toutes les affaires, l'analyse de ça avec les recommandations. Et à la fin, les personnes en fait comme ont réagi étrangement parce qu'ils ont réagi sur réflexe des habitudes qu'ils avaient quand ils recevaient ce type de document-là. Là, il était un peu énervé. Je dis oui, mais prenez ce document-là, lisez-le bien, parce qu'il est pas pire bien fait quand même, celui-là en l'occurrence. Et vous avez la liberté. C'est justement, il y a un dialogue, donc vous avez la liberté de l'appliquer. À la fin, il va y avoir une grille de conformité, vous la remplissez. Et si vous ne répondez pas aux exigences, ben faites juste le justifier. Et on va faire approuver par un gestionnaire qui, lui, va décider d'aller avec ça. Fait que les gens étaient étonnés, puis ils savaient plus quoi faire. Puis ça, ils étaient désarmés. Sur le coup, ça m'a étonné. Je dis, pourquoi vous êtes désarmés? C'est très simple. Vous êtes libre. On est tous libres. Donc, vous êtes capable. Puis là, vous communiquez vos choses. Vous avez un outil de communication. Je vous donne un outil de communication qui est l'analyse de risque en l'occurrence, qui est pas le seul, qui nous permet justement de communiquer. Puis un gestionnaire, un vrai, parce que moi, je suis pas un gestionnaire, on va des gestionnaires, un vrai gestionnaire va prendre une décision, va trancher s'il alloue des ressources pour se conformer ou s'il accepte le risque. Puis ça, c'est la prérogative du gestionnaire, pas la mienne, pas celle de l'autre en face de moi.
le gestionnaire. Fait que là, il était tout, je les ai vraiment déstabilisés sur ce cas-là, mais ça revient exactement à ce que tu dis, où il était très, a priori, négativement, il a été conditionné négativement par des expériences passées d'avis de sécurité, un peu comme tu dis, de légitimisation. C'est-à-dire, je te balance un paquet d'affaires, je m'en fous ce que ça s'applique ou ça s'applique pas, puis moi, je m'en vais. Puis c'est ça, en plus, on s'en va. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois, aucune des recommandations est appliquée ou à peu près. Là, ça devient comme un document tabletté, alors que l'approche que tu as eue, qui est définitivement l'approche que je recommande, hein, bonne, mauvaise, ça c'est une autre chose, mais en tout cas qui est très certainement celle que je recommande. La vie, l'analyse de risque, c'est le début de la conversation. C'est pas la fin, c'est le début de la conversation. Puis tu peux dire, ben, il y a certaines des recommandations que je peux pas faire. Puis il y a un dialogue, puis il y a pas puis non seulement ça, mais l'approche de dire, ben regardez, on va aller voir un gestionnaire. L'approche de dire, moi je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider à justifier. S'il y a des enjeux à la justification des choses que tu ne peux pas appliquer, mais tu as besoin de mieux justifier, je vais t'aider. C'est mon rôle. Mais tu sais, changer ce cube-là de bord, ça nous aide beaucoup. Une autre chose qui, pour faire de la continuité là-dessus, c'est pas complètement lié. J'ai abordé la persuasion dans la rencontre. Peut-être qu'un jour, j'aborderai d'autres sujets à Sécure, mais c'est quand même très, très, très intimement lié, l'influence. La persuasion, c'est un mécanisme d'influence. En tant que conseiller en sécurité, on a un certain pouvoir. Le pouvoir qu'on a, on a ce qu'on appelle un pouvoir légitime. Donc, on a un rôle. On a un rôle dans le projet, on a un pouvoir légitime. On est souvent le seul à avoir ce pouvoir-là. Puis, l'autre rôle qu'on a, c'est le pouvoir d'expertise, parce qu'on maîtrise un domaine que d'autres connaissent pas. Des fois, on sous-estime ce pouvoir-là. Moi, je suis consultant, ce qui fait que j'ai joué divers rôles. J'ai pas toujours été en sécurité, j'ai joué divers rôles. Là, plusieurs années, j'ai été analyste d'affaires. Et là, j'ai réalisé le pouvoir, à quel point on le sous-estime, parce que ça faisait plusieurs années que j'avais des mandats en sécurité. Puis là, tout d'un coup, là, c'est une coupure, là, tu t'en vas être analyste d'affaires. On fait un avis, là. Souvent, là, on rédige l'avis, on l'envoie au projet, version 1.0. Aucun commentaire, c'est fini, ça s'arrête là. Le pouvoir de la personne qui est en sécurité. Analyste d'affaires, tu fais la même chose. Document, à même taille, pas de différence. 98 versions. Parce que l'analyse d'affaires n'a pas de pouvoir dans la dynamique dans laquelle il est. Il fait affaire avec d'autres personnes qui en ont, puis une courroie de transmission, mais il n'a pas ce pouvoir. Et moi, je suis persuadé que c'est important d'être conscient de ça. Parce que on utilise mal ce pouvoir-là accidentellement. Fait qu'on arrive un peu sur nos grands chevaux, puis on dit voici ce que vous devez faire. Puis là, ben, au lieu de prendre le temps d'expliquer, on présume, j'ai le pouvoir, voici, je te dis. Mais en réalité, notre pouvoir réel est infime. C'est le gestionnaire qui en a. En réalité, notre pouvoir réel de faire quelque chose est infime. On est des gens qui sommes là pour aider. On est vraiment en support. On est une fonction de support dans l'organisation. Mais le fait de prendre cette posture de pouvoir-là fait en sorte aussi qu'on empêche les gens de se responsabiliser. On crée, au lieu de créer de l'engagement, au mieux, on crée de la conformité. Au pire, on crée de la résistance. Tout ça parce qu'on arrive avec une approche de celui qui a le pouvoir. On arrive avec des tactiques, on appelle ça des tactiques d'influence, des tactiques fermes. Donc, la légitimation, c'est une tactique ferme. Donc, regarde, il faut absolument que tu fasses ça parce que tel document ne dit pas. Puis, si tu le fais pas, ben, aller voir le supérieur, puis ça, ben, c'est de la pression. Deux tactiques fermes. Après, on se demande pourquoi les gens nous aiment pas. Oui, non, ça, on a une un mauvais karma, puis ça fait longtemps qu'on l'entretient en plus, ce mauvais karma-là, de cette façon-là un peu carrée de communiquer. Et d'arriver, puis d'imposer, puis ça, mon père appelait ça le sarrau blanc, d'arriver comme l'expert, comme le médecin va arriver, puis il va dire, moi, c'est ce que je dis, c'est la vérité absolue,
puis tu professes ta vérité, puis ensuite tu t'en vas sans plus que ça, dans lequel cas, maintenant on est plus dans les choses ont évolué, puis heureusement que les médecins aussi d'ailleurs. Là, c'est un vieux, j'utilise une vieille image, parce que maintenant, ils ont des tests d'admission qui, justement, favorisent un caractère plus humain des médecins, parce que c'est nécessaire qu'ils communiquent. Ça fait partie de la job, entre autres. Et donc, en cyber, on était comme ça aussi. De pas arriver comme une tonne de briques, puis de juste d'imposer. Puis c'est l'exemple que tu dis, c'est d'arriver comme un expert, puis dire, ma parole d'expert, c'est ça, ciao, bye. De toute façon, en passant, moi, je suis pas un expert, tu sais, je suis peut-être spécialiste, mais en aucun cas, je me qualifie comme un expert dans ce domaine-là. Puis ça aussi, pour moi, c'est un bloquant, la communication, de se prétendre expert à quelque chose. Exact, exact. Moi, j'ai toujours, je dis ça avec humour, là. Je veux pas insulter aucun expert dans la salle virtuelle, mais j'ai toujours eu pour mon dire, j'ai peur de devenir un expert parce qu'un expert, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis des œillères. C'est surspécialisé. Ça, il dit, moi, ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça, au prix d'une part de sa curiosité. Fait que, donc, je suis comme toi, j'ai beaucoup à apprendre encore. Oui, mais c'est ça. Puis c'est une fois, puis ça aussi, ça apprend, puis c'est le volet d'humilité dans la communication qui est quand même très important aussi. Parce que dans ma perception des choses, du moment qu'on commence à aborder les choses avec humilité, le contact avec autrui est amélioré parce qu'on n'est pas là pour être meilleur que lui, on est là pour l'aider à être meilleur lui-même dans un contexte dans lequel nous, on maîtrise davantage que lui, qui n'est pas son cœur de métier, qui est le nôtre essentiellement. Exact. D'ailleurs, dans la conférence, j'ai abordé l'aspect, j'avais fait exprès, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez la voir quand l'enregistrement va être disponible ces jours, mais j'avais fait exprès pour demander à la personne qui mariait, la personne qui animait, de ne pas me présenter du tout. Puis moi-même, à part mon nom, je disais à peu près rien sur moi directement. J'ai raconté une histoire. Puis c'était volontaire, là, c'était pour montrer que on n'a pas besoin. Notre présentation, c'est pas à propos de nous, c'est à propos des gens qui est du message. Fait qu'en fait, une présentation, quand on se présente nous-mêmes, dans quelque contexte que ce soit, c'est comment je vais pouvoir vous aider. C'est pas qui je suis. C'est comment je vais pouvoir vous aider. Ce qui est complètement différent. Puis dans bien des situations, on se trompe, puis on se présente pour nous. Je prends un exemple, quand on arrive dans une équipe de projet, on va dire, moi, je suis le conseiller en sécurité, puis j'ai telle certification, c'est tout. Des fois, on dit même pas, ça va me faire plaisir de vous aider. Mais alors que si on se présente autrement, je vais pouvoir vous aider à créer des user de story de sécurité, on va pouvoir travailler ensemble sur les definitions of done, on va dire comment est-ce que je vais contribuer à l'équipe directement. Qu'est-ce que je vais faire pour vous aider? C'est ça qui est important, c'est ça qui fait la différence. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que je peux faire ça pour vous? Ce qui est complètement différent d'une présentation classique là, qu'on entend souvent. Mais je pense qu'une fois qu'on comprend ça, c'est comme un déclic. Moi, en tout cas, ça a été un déclic là, des années. Quand je me suis mis à comprendre, là, quand on se présente, c'est pas une affaire d'ego, là. C'est pas pour moi là, que je me présente, c'est pour les gens. Ça fait toute la différence du monde dans nos présentations. À chaque fois que tu as cette occasion-là, tu dis, OK, il y a une nouvelle personne, je vais me présenter, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir de moi? Elle a besoin de savoir en quoi je contribue, puis comment je peux l'aider dans son travail, puis à quel moment elle vient me poser des questions. C'est ça qu'elle a besoin de savoir. Oui, absolument. Puis c'est ça, c'est une façon d'initier, puis ça arrive assez régulièrement, parce que ces temps-ci dans ma vie, je suis pour une raison obscure. J'ai beaucoup de séances où on doit justement se présenter devant tout le monde. Et pour moi, c'est un exemple d'observation, puisque généralement, je suis assez succinct dans ma présentation parce que j'aime pas ça parler de moi, d'ailleurs, d'entrée de jeu. À la limite, les autres parler de moi, je parle pas de moi. Je me trouve pas un sujet intéressant. Bref. Fait que je suis très, très court et très succinct dans mon choix. Je vais peut-être nommer mon titre. Je vais peut-être nommer un peu la portée de ce que je fais, puis je vais arrêter là. Et j'ai des cas où je vois des gens qui donnent leur nombre d'années d'expérience, qui vont comme justifier leur existence à travers cette présentation-là. Et moi, ça m'amuse, mais comment tu le mentionnes, effectivement, ça présente un certain problème pour établir le lien avec autrui. Exact, parce que l'autre personne ne peut pas voir de quelle manière est-ce que tu vas contribuer.
Puis des gens comme toi, moi je donne du coaching en communication. Là, je fais partie d'une équipe qui fait ça. Puis j'ai plusieurs personnes qui ont le problème que tu viens de mentionner. Tu sais, mais moi, je n'ai rien à dire sur moi, c'est pas un sujet intéressant. Et une fois qu'on a viré le cul de barre, qu'on s'est dit, ouais, mais c'est parce que c'est pas toi non plus. C'est comment est-ce que tu vas pouvoir aider cette équipe-là. Ça l'a, pour beaucoup, pas toutes, mais pour beaucoup, ça l'a débloqué complètement leur capacité à se présenter. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand les gens leur demandaient de se présenter, c'était plus eux, c'était vous. Comment est-ce que je vais vous aider? Je suis content d'être dans l'équipe, puis voici ce que je peux faire pour vous. Oui, absolument. Puis l'exemple le plus récent que j'ai, c'est un peu ça qui est arrivé. Là. Tu sais, je faisais des blagues sur je parle pas de moi, puis j'aime pas ça. Mais effectivement, puis je passe très peu de temps là-dessus. J'ai passé sur du temps dans lequel je perçois la rencontre dans laquelle je suis. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je suis dans cette rencontre-là? Et en quelle opportunité que je peux les aider à être que je peux contribuer, parce que le reste, c'est ça, puis ça revient toujours à ce qu'on appelle en egoless, c'est-à-dire de pas faire que mon ego prenne toute la place et que ensuite tu vas aborder vers l'autre en étant capable de mieux communiquer, mieux contribuer, aider le groupe essentiellement. Exact. Moi, de toute façon, il y a quelqu'un de bien plus brillant que moi qui un jour a dit que quand il y a 2 personnes dans une pièce, il y en a 4, il y a les 2 personnes plus leur ego. Oui, absolument. Puis on les voit, les gens, rapidement avec l'ego. Mais en termes de stratégie de communication, puis là, on parle de la personne vers l'autre, mais quand on reçoit quelqu'un qui a un gros ego, est-ce que tu as des stratégies qui peuvent justement nous aider à désamorcer l'ego de l'autre pour enlever l'aspect rigide et frigide, j'allais dire aussi, de la communication? Parce que si l'autre arrive avec son ego, on n'arrivera à rien. Et je sais qu'il y a des stratégies, moi je suis pas super bon là-dedans, là, mais pour justement culbuter puis aider l'autre, malgré lui, à devenir un contributeur. J'aime bien le fait aider l'autre malgré lui, parce qu'on apprend au fil du temps que comme il y a toujours 2 personnes dans une relation à 2, il y a 2 personnes, mais ça peut être une personne et un groupe, on apprend qu'il y a toujours moyen de, jusqu'à dans une certaine mesure, compenser pour les faiblesses de l'autre. C'est-à-dire faire en sorte qu'un échange qui serait peut-être pas constructif le devienne parce qu'il est capable de compenser pour les faiblesses de l'autre. Puis une situation avec de l'ego comme ça, souvent on peut utiliser c'est ça. L'idéal, c'est de le voir venir quand on connaît la personne, parce qu'il y a tu sais, en négociation, il y a quelque chose qu'on considère, c'est à cause de l'ego, justement. Une fois que quelque chose a été dit, ça devient un fait, ça fait partie de la vérité. Fait que quand tu es assez flexible, puis je ne suis pas toujours assez rapide pour faire ça, mais quand tu es assez flexible intellectuellement, tu peux voir venir l'exprimer autrement, puis ce qui est sur la table, ce qui est dit, le discours qui est présent, dans ce temps-là, il est plus constructif parce qu'il va dans le bon sens. Fait que tu dis, si j'ai bien compris, voici, puis tu pars de si l'autre personne est d'accord, tu pars de ça, puis ça devient le discours qui est sur la table. Parce que c'est quand l'ego s'en mêle, des fois, ça peut rendre les choses difficiles. Mais il y a bien d'autres affaires qu'on peut faire. On peut, par exemple, étiqueter les émotions. Donc ça fonctionne super bien. C'est peut-être que Vanessa en a parlé même. Mais c'est une tactique de négociation. C'est une négociation 101. Là, fait que une personne devient fâchée pour une raison quelconque. Ben là, tu mets des mots là-dessus. Tu mets, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que tu prends ça à cœur. Est-ce que c'est possible? Tu l'étiquettes. Mais tu l'étiquettes d'une manière totalement, c'est pour ça, j'observe que voici mon observation. Tu l'étiquettes de cette manière-là. Puis quand tu mets ces éléments-là sur la table, tu désamorces une partie de l'ego, tu l'amènes dans la raison. La personne est obligée de réfléchir pour dire, OK, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Fait que tu l'amènes dans la raison. Puis des fois, ça donne une base pour poursuivre. Fait qu'on appelle ça l'étiquetage. Tu peux aussi reformuler de manière plus constructive. Fait que si on voit, c'est vraiment, tu peux essayer d'aller, quand la négociation elle chope, ça devient, on appelle ça de la négociation basée sur les positions. Puis nous, on est vraiment bon pour en arriver là. Hein. Moi, voici la solution que tu devrais appliquer, puis là, on se tourne de bord, on s'en va. Fait que là, l'autre personne a dit, cette solution-là, ça n'a pas d'allure. Voici la solution que je vais appliquer. Puis là, on est toutes les deux arqués sur nos positions sans se comprendre. Puis
il se passe rien. Mais on est bon là-dedans. Ce qu'il faut faire, c'est amener la négociation sur la négociation basée sur les principes, puis pour ça, il faut écouter. Fait que là, il faut prendre le temps d'écouter l'équipe, de comprendre le projet, puis on en a beaucoup pour certains, là, c'est surtout l'accompagnement de projet. Je vais prendre ça souvent parce que je trouve que c'est un travail dur, accompagner des projets comme analyste ou architecte de sécurité, là, c'est parce que tu en as beaucoup à la fois. Puis tu as de la confrontation, de la résistance dans à peu près toutes les équipes. Fait que ça devient drainant, ça devient dur. C'est qu'on a tendance à se mettre presque tout le temps. Tu sais, quand il y en a trop, quand on n'a pas de bande passante, sous stress, on se retrouve dans des situations, on fait de la négociation basée sur des positions comme ça. Puis là, on n'a pas le temps d'écouter les gens. Fait qu'on leur dit, moi, j'ai tout ce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me dises c'est quoi l'information. J'ai besoin que tu me dises qui va l'utiliser. J'ai besoin que tu me dises où est-ce qu'elle va passer. Tu me donnes ces 3 affaires-là, puis j'en ai plus de problème parce que je t'écoute plus. On est à peu près comme ça. Plutôt que de poser la question, c'est quoi l'objectif de ce projet-là? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quel genre de transaction il va y avoir? Commencer à comprendre. Vous êtes dans quel contexte? Vous livrez quand? On est rendu où dans le projet? C'est toutes des questions qu'on pose pas parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de les savoir pour faire notre travail. Mais oui, on a besoin de le savoir pour bien faire notre travail, pour bien communiquer, puis pour communiquer des choses qui vont s'intégrer dans ce contexte-là, puis qui vont aussi nous permettre d'avoir de la négociation qui est basée sur les principes et les valeurs, d'être capable de dire, OK, je comprends, voici l'objectif que nous voulons atteindre, c'est plus celui de l'équipe de projet, c'est nous, voici l'objectif que nous voulons atteindre. Je comprends que les mesures de sécurité que je te propose sont peut-être un petit peu exigeantes dans le temps qu'on a. Voici comment on pourrait faire ça dans le temps. Oui, ouais, puis c'est même que tu prends exactement cet exemple-là, puisqu'à un certain moment dans ma carrière, c'était très caractéristique. J'avais beaucoup de travail, donc peu de ressources à allouer, j'avais beaucoup de projets, j'avais énormément de choses que je faisais. Et dans les rencontres, j'étais pas de ceux qui faisaient de l'écoute active ou dialogue, comme tu le mentionnes, mais j'avais des interventions beaucoup plus chirurgicales. Et bon, à part ça, je sais que c'était pas bien, mais j'avais pas le temps non plus de le faire parce que ça revient, puis c'est là où je vais te relancer la question. Indépendamment que je sache que c'est quoi les besoins de ces éléments-là, la réalité, puis ce que j'ai appris de mon expérience, puis c'est là où ça vient ma question, les gens ont besoin de parler. Et si on ne leur laisse pas l'occasion, que ça soit pertinent ou pas, faut leur laisser l'occasion de dialoguer. Parce que ils ont quelque chose à exprimer, puis s'ils l'expriment pas, ils se sentent lésés. C'est comme ça que je l'ai vécu. Puis ça, je te relance voir parce que c'était allé dans cette direction-là, puis moi, je l'ai vécu, puis je vais t'entendre là-dessus. Effectivement, c'est de l'écoute. On a besoin d'écouter les gens. Puis tantôt, tu parlais de quelqu'un qui aurait un ego plus fort. On dirait dans une certaine mesure, parce qu'il y a un moment où il faut reprendre le contrôle de la conversation, mais il y a un temps pour écouter. Quand une personne a un ego fort, il faut comme laisser l'argument. Si l'argument a été commencé, il faut le laisser se terminer, l'écouter, le reformuler. Puis là, on est capable d'avancer. Fait que oui, cette écoute-là est super importante. C'est pas toujours quelque chose. Pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'énormément d'éléments d'information pour pouvoir faire notre travail. On demande ceux-là, puis après ça, on fournit nos recommandations, puis on s'arrête là. Mais il est nécessaire d'écouter. On peut même établir des vraiment, en tout cas moi, j'ai des super belles expériences de la période où je faisais de l'accompagnement de projet. Je me souviens encore, l'une de mes premières expériences, j'avais l'impression, on m'avait accordé beaucoup de temps pour ce projet-là. Puis là, on essayait de faire quelque chose de quand même intriqué. On travaille avec plusieurs partenaires, puis on essayait de faire quelque chose d'intriqué d'un point de vue de la sécurité. Puis là, l'architecte de solution, je te dis, ça pouvait arriver 2-3 fois par semaine. Il venait me voir, puis j'ai telle idée de solution. Là, oui, mais on a-tu pensé à telle chose? Puis j'ai telle préoccupation. Si tu veux, je peux aller lire. OK, là, ça va représenter tel risque. Est-ce que tu penses que ce risque-là, on veut le soumettre à la gestion pour acceptation, considérant les mesures qu'on peut mettre en place ou pas? Là, il m'a regardé. Quand jeté ma solution aux poubelles. Fait que là, il repartait. Je revenais 2 jours plus tard avec autre chose. Fait que là, j'étais tout nouveau, J'étais tout nouveau en sécurité. Ça fait longtemps de ça. J'étais tout nouveau en sécurité. Puis à un moment donné, j'ai commencé à me sentir mal.
Puis je l'ai déclaré. L'étiquetage, comme j'ai dit de faire, les auto-faits. Je l'ai déclaré. Fait qu'à un moment donné, je m'assieds avec toi, puis j'ai dit là, tu sais, moi, je suis là pour t'aider. Là. J'essaie vraiment de t'aider. Puis ça fait comme 3 semaines qu'on itère sa solution, puis qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je fais en sorte qu'on la jette aux poubelles. Fait que, tu sais, j'ai dit que j'étais mal à l'aise. Et l'architecte de l'époque, qui lui avait un ego très bien maîtrisé, je le précise, l'architecte me répond quelque chose que je me souviens encore. Il dit ça, c'est comme ça que je veux que ça fonctionne avec la sécurité. Je ne veux pas attendre à la fin du projet que là, on me dise, mais ça ne marche pas votre affaire, puis il faut faire telle affaire. Je veux encore moins attendre qu'on soit en production puis qu'il y ait un incident. Je veux savoir à mesure la collaboration qu'on a. J'adore. Il faut avoir le temps. Ouais, mais ça l'amène des dialogues. C'est un peu, puis l'exemple que j'ai nommé de mon expérience où je n'avais pas le temps alloué pour ça, nuisait à la relation que j'avais avec les autres, leur capacité à communiquer un peu, comme tu le mentionnes, d'avoir cette espèce d'espace ou de dialogue qui permet justement un échange. J'aurais aimé ça avoir plus tôt dans ma carrière une expérience comme celle-là où on a l'espace à la communication, on a l'espace à cette capacité-là de réussir à faire quelque chose et d'arriver à des solutions qui sont très plaisantes. Ouais, ben, aujourd'hui, je travaille en gouvernance. J'aide beaucoup les organisations finalement à systématiser comment ils fonctionnent en sécurité. Puis une chose que je valorise beaucoup, c'est de prioriser à l'excès, de super bien prioriser. Puis c'est quelque chose puis ça dépend peut-être des organisations dans lesquelles j'ai travaillé. Hein. Je ne peux pas généraliser, je ne peux parler que de ce que je connais. De ce que je connais, on n'est pas si bon pour ça. On reçoit une demande, il faut que tu fasses un avis de sécurité sur telle affaire. On associe quelqu'un, on ne se pose pas de questions. Là, la personne se retrouve à OK, pourquoi je fais ça? C'est quoi ma valeur ajoutée? Ça sert à quoi? Fait que puis là, je vais parler que de ce processus-là, mais ça pourrait être n'importe quel. Ça pourrait être, on classifie quels actifs. Si l'actif il est public, quel effort on va y mettre? Quel effort on va mettre en analyse de risque? Tous les processus que l'on fait, comment on les cible? Un qui est très important, c'est les tiers. Puis dans la préparation là, pour notre discussion aujourd'hui, je regardais dans ton historique, j'ai vu que quelqu'un avait parlé des tiers. Je sais de me souvenir qui, c'est-tu Martin, je pense. Quelqu'un parlait des tiers dans un passé. Puis l'enjeu, il y en a des tonnes des tiers. Mais si ton tiers, c'est des stylos qui te vendent, ben, peut-être que tu ne te poseras pas de questions. Peut-être qu'il va être priorisé pas. Mais si ton tiers fait de la traduction, tu te retrouves avec toute l'information importante de ton organisation, alors peut-être que tu vas y accorder beaucoup d'importance. Cette priorisation-là est super importante, à mon avis, pour qu'on ait le temps, avec les bonnes personnes, de faire avancer les choses, puis c'est de transformer la manière dont il est perçu, au lieu d'être celui j'ai pas eu un bon service de sa part. Non, j'ai eu un très bon service. Il a pris le temps. Il m'a écouté. Il a compris. Puis il m'a fait des propositions qui ont de l'allure parce qu'on avait bien priorisé. Mais au-delà de la priorisation, puis ça, c'est l'autre aspect, puis là, je reviens un peu sur le cœur même de ta présentation. Il faut la communiquer, cette priorisation-là, parce que les gens, dans une équipe, on peut avoir un bon chef de projet qui est capable de prioriser correctement, ou un bon chef d'équipe, ou peu importe qui nous organise notre travail au quotidien. Mais il faut quand même que cette information soit communiquée, parce que les gens, sans avoir un objectif, vont aussi errer. Ils vont prendre des décisions, des fois, qui sont contraires aux directives, s'ils ne les comprennent pas. Donc, incidemment, il faut que ça soit bien communiqué. As-tu des trucs pour aider justement un chef d'équipe ou un chef de projet d'être capable de bien véhiculer cette priorisation-là à ses équipes? J'en ai des tonnes. On pourra en parler très longtemps. Ce que j'ai remarqué vraiment énormément, c'est qu'on manque de concision. C'est comme si on arrive avec un mur, le mur d'arguments qui s'en vient. Des fois, je pense qu'on se dit, plus j'ai d'arguments, plus ça va être lourd en balance, fait qu'à un moment donné, la balance, ça va écraser. J'ai l'impression que c'est ça qu'on pense. Mais la communication, ça marche pas comme ça.
la communication, plus j'amène d'arguments et plus, à un moment donné, je fais... C'est la manière dont c'est des biais cognitifs, comme aurait aimé dire Vanessa. Donc, l'un de ces biais-là fait en sorte qu'on va faire la moyenne des arguments. Fait que si tu m'amènes 10 arguments, puis il y en a 7 des pas bons, ou il y en a 7 qui sont très faibles, ça va être beaucoup plus faible, ma perception, que si tu m'avais amené juste les 3 plus importants. Fait que je trouve que de bien synthétiser l'essence, puis dans la mesure du possible, communiquer avec des mots que les gens comprennent, et pas des préjudices, et non, avec des mots que les gens comprennent. je riais, là, puis tu sais, puis t'as réagi, mais c'est parce que justement, c'est un vocabulaire d'expert, fait qu'il faut justement sortir de ce vocabulaire-là, puis l'adapter à l'audience qu'on a. Puis des fois, puis ironiquement, je me le fais reprocher dans certains égards d'adapter parce que ouais, mais tu n'utilises pas le vrai vocabulaire du milieu. Oui, mais si je veux rendre mon message à l'autre personne, mes mots à moi, j'ai compris en textant, on se comprend. Ouais, mais entre les gens qui sont en dehors du domaine ne comprennent pas. Donc, dès lors, on a un problème de rendre le message. Et moi, j'aime beaucoup prendre ça dans des façons, dans des exemples simples. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, je parlais de la politique de sécurité à l'ensemble des employés. On m'a reproché, oui, que j'avais pas utilisé le mot événement de sécurité. Ça dit quoi? Qui, ça? Qui connaît ça? Fait que moi, j'ai parlé d'incident, puis j'ai mis une image de pompier. J'avais remonté de beaucoup le vocabulaire, parce que oui, entre nous, on a besoin de tous ces termes précis-là. On a besoin de faire la différence entre l'authentification, puis l'autorisation, puis le contrôle d'accès. Puis on a besoin de tout décortiquer ça en détail. C'est quoi une assertion? Puis oui, on a tout besoin de ça. Parce qu'on veut se comprendre entre nous. Mais quand on parle à quelqu'un d'autre, là, pour lui, c'est tout la même affaire. lui, il n'a pas cette distinction claire et précise-là qu'on a fait une vulnérabilité, un risque. Oui, pour nous, c'est super important. Quand tu parles à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le domaine, là, il faut que tu parles de ce c'est là que tu dois écouter. Donc, tu es capable de t'aligner avec son objectif d'affaires. Tu es capable de dire à la place, mais ça va faire en sorte que la mission ou qu'on veut accomplir là, avec cette application-là, ben, on ne pourra pas le faire pendant X temps. Ou les données qui s'adressent à telle personne, ben, ils vont être entre de mauvaises mains, puis quelqu'un d'autre va pouvoir s'en servir. Ou le chèque que tu voulais émettre. Genre, il faut donner des exemples pointus, précis, puis plus tu montes de niveau, je te dirais, il n'y a pas longtemps, j'avais le plaisir de présenter à la haute direction. Je présentais dans le comité d'audit, fait qu'il y avait la haute direction. J'avais 15 minutes pour présenter. Tout ce qu'on fait au complet, tout ce qu'on fait au complet en sécurité de l'information devait être résumé en 15 minutes. L'ensemble de notre posture de sécurité, l'ensemble de ce qui nous préoccupe et de ce qu'on pense qu'on devrait faire. Il faut synthétiser. J'ai raconté une histoire. C'est la meilleure façon. De toute façon, le storytelling est une des stratégies de communication qui permet justement de véhiculer parce que l'humain est fait pour le storytelling. Notre cerveau est filé pour ça. Donc, c'est effectivement un des outils de communication d'une très grande efficacité par ailleurs qui arrive justement à passer le message et dans des délais très courts. Puis ça, tu parles de délai à la haute direction de 15 minutes à la direction. Les gens respectent jamais. Là, ça devient, on respecte pas le temps des autres. Ça irrite les autres, d'ailleurs. Ils sont un peu moins ça, mais il faut être pertinent, court, puis vraiment aller à l'essentiel du message, mais sans dénaturer le message aussi. Et c'est très, très compliqué de faire ça, là. Puis, on voit dans des rencontres de ce genre-là des gens qui lisent encore les diapositives, qui suivent ça point par point. Fait que, je me souviens encore, moi, je me suis levé debout, je me présentais debout. Puis la première chose que j'ai dit, c'est le document, je sais, vous a été envoyé, vous l'avez tous. On va aller à l'essentiel. Puis j'ai paraphrasé les différents éléments, j'ai raconté des histoires qui représentaient ce qui était présenté là.
Fait que j'ai eu l'attention des gens, j'ai pas eu besoin, j'ai pas été interrompu, j'ai été capable de garder les gens parce que c'était un complément de ce que je fournissais. Ça, c'est vraiment important quand on s'adresse, parce que tantôt, on a parlé beaucoup des équipes de projet, c'est un autre type de discours. Quand on s'adresse plus à des décideurs, c'est vraiment important d'aller synthétiser ça, de beaucoup moins parler aussi. On a tendance à parler de voici mon plan, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai. Alors que plus tu montes en niveau de gestion et plus ce que tu as fait dans le passé sert à établir ta crédibilité. C'est vraiment ça. Ça sert à établir ta crédibilité. Fait que tu détermines quel est le minimum que j'ai besoin de dire pour établir ma crédibilité. Fait que tu as fait 56 projets. Tu commences ça. Hey, l'année passée, on a fait le projet A. Pas les 56, le projet A. Il nous a emmené telle affaire, telle affaire, telle affaire. On en est fiers. Tu as établi ta crédibilité. C'est suffisant. Maintenant, parle des préoccupations que tu as dans l'avenir, parle des choses que tu vas faire, tourne-toi vers j'ai établi ma crédibilité, maintenant voici ce pourquoi j'ai besoin de votre aide. Oui, absolument. Puis c'est des très bonnes stratégies justement pour amener ce genre de choses-là. Là, on a fait vraiment un grand tour. Est-ce qu'il y a des volets de ta présentation qu'on n'a pas abordés que tu aimerais discuter? Je trouve qu'on n'a pas abordé, puis je sais, on l'a pas abordé, puis c'est pour une raison quelconque, c'est très peu abordé de manière générale, l'objectif d'une présentation. J'aimerais tellement pas avoir besoin de dire qu'on l'a pas abordé parce que ce serait l'évidence, ce serait l'essence, on aurait commencé par ça. Mais combien, parce que ça fait des années que je fais des essais de présentation, des dry runs en excellent français, n'est-ce pas? Des essais de présentation. Combien de fois l'objectif de la présentation n'est pas évident? Je suis pas capable de savoir, mais où est-ce que tu veux m'amener? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Fait que malheureusement, on n'a pas encore une fois pas abordé l'objectif. Puis l'objectif est tellement important à mon avis que des fois, on va transformer quelque chose qui sera un obstacle en une opportunité. Si je prenais la politique de sécurité tantôt que j'ai communiqué, j'ai pas dit que j'allais communiquer la politique de sécurité. J'ai dit que j'allais partager la stratégie de sécurité de l'organisation et comment chacun peut y contribuer. Changement d'objectif, changement de manière de voir. J'ai créé quelque chose qui a été un obstacle. Tout le monde nous aurait détesté. Ah, ils vont encore nous présenter une politique avec des slides, avec des bullet points. Transformer quelque chose qui aurait été un obstacle en opportunité. Ça, c'est un exemple. Mais des exemples comme ça, là, il en pleut. Presque toutes les situations quand on se fait demander quelque chose, première étape, transformer ça en un objectif de communication qui est clair, qui fait en sorte que les gens ont le goût de faire quelque chose d'après, qui ont une action à poser, qui sont enrichis de quelque chose. Et tu je parle à tous les niveaux, on parle au comité d'audit, je veux qu'ils prennent une décision, je veux qu'ils prennent une décision, je veux qu'il y ait de l'information actionnable, fait que j'ai quelque chose que je veux qu'ils fassent. Je parle à l'ensemble des employés, je veux qu'ils rapportent les essais d'hameçonnage que j'ai faits, je veux passer de 10% à 60%. Quelque chose de très clair, de très actionnable que je peux leur demander en parlant de la politique de sécurité. Dans tout ce qu'on fait, on devrait faire ça. Si j'étais allé à Sécure je vais aller là, moi, je vais de communication. Qu'est-ce que tu en penses? C'est inspirant. C'est vaste. C'est très, très vaste comme sujet. Et heureusement, c'est pas ça que tu as fait. Tu as avec un objectif beaucoup plus défini. Et justement, puis c'est tant qu'à ouvrir cette porte-là, quand on choisit des conférenciers ou on approche des conférenciers, les objectifs de communication doivent être clairs. Puis quand on a un doute sur l'objectif de communication, on va soit discuter avec le dit conférencier pour l'amener à clarifier son objectif et être capable d'aller saisir justement ce qu'il veut aller chercher pour que ça amène un bénéfice. Et ici, c'est un travail qui est pas facile parce qu'en plus, moi, je vais choisir les objectifs des autres que je pense qui vont être intéressants pour présenter à un public. Fait que, il y a un défi associé à ça. Mais il demeure qu'il faut que l'objectif, au minimum pour moi, soit clair de la personne que je mets sur scène.
qui va atteindre cet objectif-là, puis on va être capable d'aller shop, mais c'est essentiel, c'est effectivement. Exact. Puis moi, c'est tellement imbriqué, j'ai pas posé la question, puis c'est tellement naturel, puis j'ai même dans des rencontres au travail, si je vois pas d'objectif, je refuse les rencontres. Puis là, des fois, on me dit, ouais, mais là, telle affaire, je dis, ouais, mais je vois pas d'ordre du jour, je vois pas d'objectif, tu as juste un titre qui veut rien dire. Et moi, avec ça, j'ai le choix en 3 rencontres à aller. Toi, elle est pas pertinent, elle est pas attrayante, pas pertinente, mais elle est pas attrayante. Donc, j'irai pas à ton chose, je vais aller à une qui a l'air plus attrayante. Puis, je suis un humain comme les autres. Fait que quand je vois l'objectif est mieux aligné avec mon travail, ben, c'est sûr que je vais y aller. C'est un peu ce que tu dis, là. Ben, c'est purement l'objectif. Puis les conférenciers, ou toi qui révises des conférences, je pense que ça devient inné. On se rend compte, en fait, que tout est dans l'axe par lequel on choisit d'adresser quelque chose. Alors moi, j'ai adressé la communication qui est super large. J'ai choisi un axe qui est la valeur que je voulais rendre, que je voulais fournir aux gens. On se choisit un axe, c'est très, très pointu, là. C'est vraiment tirer un dard dans une cible. C'est très précis. On couvre pas tout. On couvre cet axe-là, ce qu'on veut enseigner. Mais cette aptitude-là du conférencier, moi, j'aimerais que tout le monde l'ait. Ouais, effectivement, elle n'est pas si présente que ça. C'est plus tough là, de la trouver, effectivement, pour avoir ce genre de choses-là. Moi, j'aurais du monde des conférences TEDx, fait que j'étais déjà beaucoup plus familier avec ça. Donc, ça me poursuit depuis longtemps, ce genre de choses-là. Au-delà des objectifs, est-ce qu'il y a un autre aspect de ta conférence qu'on n'a pas abordé sur le podcast que tu aimerais discuter? C'est sûr qu'on n'a pas abordé non plus vraiment la question de conserver l'attention. Puis ça, je trouve que l'enchaînement est parfait parce que tu viens de me parler de TED. TED, les conférences, c'est 15 minutes. En fait, tu peux aller dans le 18 si t'es long un peu. Ouais, c'est sur autorisation, ça. C'est ça. Mais c'est 15 minutes. 15 minutes qui est visé. Il y en a beaucoup qui sont moins. J'en ai vu de 12, 13 minutes. C'est incroyable ce qu'on peut traiter comme sujet en 15 minutes. Cet aspect-là de comment conserver l'attention sur le long terme, c'est aussi super important. Puis on le minimise. C'est qu'en réalité, quand on comprend que l'attention totale, là, si j'ai rien fait, c'est 15 minutes. Là, on se met à décortiquer. Moi, je décortique mes discours. Puis la plupart des gens l'ont vu parce que je faisais exprès. Là, la conférence, c'était un exemple de ce que je dis. Je suis sûr que vous le timez, puis à peu près à toutes les 10 minutes, il y a quelque chose. Il y a une question, j'ai changé de mode, je raconte une histoire, j'ai changé de débit. Il y a quelque chose à tous les 10 minutes minimum qui fait en sorte que je vais chercher les gens, je peux avoir fait un petit peu d'humour, ça, là, honnêtement, là, on a le droit de faire ça au travail. On n'est pas obligé d'être plate au travail. On a vraiment le droit d'être intéressant. Non, c'est pas le droit, c'est une obligation d'être intéressant, parce que la quantité de fois que j'ai failli mourir dans m'endormant dans une rencontre plate, là, c'est assez terrible ce volet-là, mais effectivement, faut dynamiser un petit peu les présentations. Exact. Fait que là, avec ça, je pense qu'on a traité ce de quoi je parlais dans la conférence. Fait qu'on est capable d'avoir un bon objectif, on est capable de bien gérer notre temps, gérer l'attention. On sait que pour réussir à être crédible, qu'on n'a pas besoin de se présenter avec un pedigree pendant 15 minutes sur une présentation de 25. Hein? On sait qu'on est capable d'établir notre crédibilité au fil de l'eau, au travers du discours, en présentant comment on va aider les gens. Fait qu'on est capable de savoir ça. Évidemment, on a appris que les arguments, on a pu finir, on peut réduire. On a appris que on peut aussi éviter le jargon. On peut éviter la légitimation. Donc, finalement, on essaie de ne pas se faire un ennemi des gens. On veut travailler avec eux autres, on veut collaborer, avoir du fun. Puis, évidemment, le dernier, non le moindre, parce que c'est particulièrement important. On a le droit d'inspirer. On a le droit de créer des histoires. On a le droit de s'aligner avec les valeurs d'un projet pour dire, voici, on travaille ensemble pour atteindre cet objectif-là. Et on a le droit de créer des émotions qui sont positives et non pas de la peur. Et je pense que ça fait pas mal de temps.
Oui, puis c'est très bien. Ça finit avec un excellent résumé en plus de tout ce que tu as abordé à travers cet épisode-ci et ta présentation. Je te remercie énormément. C'est très intéressant. Autant que ta présentation était très intéressante, le suivi l'est tout autant. Puis c'est pas, à mon avis, plus parce que j'ai la chance d'avoir un dialogue avec toi, justement, de pouvoir échanger. Fait que c'est d'autant plus enrichissant. Puis je pense qu'on va devoir se reparler parce que clairement, il y a plein d'autres axes à aller explorer. Il y a tellement plein de sujets. Ben, ça m'a fait très plaisir, Nicolas Loïc. Merci à toi. Merci beaucoup.